Bonjour à tous, bienvenue à Vidéoforum 2021 et notamment aux actes numériques numéro 2, notre nouveau format de rencontre professionnelle. Avant de vous laisser entre les mains d'Élise qui va piloter ces 3 demi-journées professionnelles, je vous invite ce soir à 18 h à rester sur la même adresse et à suivre avec nous et parcourir les lieux d'exposition de Vidéoforum 2021, car les expositions existent réellement et non pas seulement virtuellement. Elles seront d'ailleurs accessibles aux professionnels qui souhaitent venir nous rendre visite sur inscription sur notre site videoforum.com. À toi, Élise. Merci beaucoup, Gabriel. Moi, je rajoute même bienvenue à Covidéoforum 2021, parce que c'est vrai qu'avec l'arrêt brutal l'année dernière, finalement, cette année, on a fait le pari que Covid et Covidéo, ça pouvait matcher. En tout cas, on s'y emploie et toute l'équipe a travaillé dur cette année pour vous offrir ces journées, ces échanges. Alors, je vais commencer par les remerciements d'usage. D'abord à toute l'équipe évidemment de Vidéoforum, plus particulièrement donc à Tessa et Garance, le fameux duo Terrence qui est pas très loin de moi et qui me seconde, et qui m'a accompagnée sur le déroulé des journées pro. Je remercie aussi donc le service Université Culture et donc Evelyne Ducrot, ainsi que le douanier, l'association Clermont-Massif Centrale 2028. Et puis pour la technique et la captation, merci à Vidélio et puis à Comme une Image. Merci enfin donc aux instances de la ville pour le prêt de la salle et puis aux équipes de la salle Conchon qui sont pas très loin et qui font que ces journées vont bien vont bien se passer. Enfin, merci donc aux artistes, aux commissaires associés, aux bénévoles qui sont dans la salle, aux étudiants, et puis qui se sont engagés aussi auprès de moi et de l'équipe. Et puis enfin, merci à tous ceux qui nous suivent. En ce moment, je pense bien lovés dans le canapé. C'est un des avantages peut-être de la période. Et en tout cas, prêt à bondir quand même à la moindre remarque et à la moindre question. Je précise d'ailleurs que pour les rares, mais qui sont quand même dans la salle, il y aura un micro qui sera amené par Garance. Donc ne pas hésiter, si vous avez des questions ou des remarques, à faire appel à elle. Et on pourra comme ça enregistrer et puis traduire avec Justin, qui est aux commandes, comme il se doit. Alors, je vais juste expliquer rapidement donc, le déroulé de ces 3 demi-journées. Donc, on va répéter l'exercice 3 fois. On va d'abord commencer par le visionnage d'un focus, la présentation de Philippe Franck, pour ce qui nous concerne cet après-midi. Puis ensuite, donc, après le focus d'à peu près 3/4 d'heure, il y aura un retour plateau avec des questions, un échange avec moi de 10 minutes. Ensuite, Garance va aussi présenter les 2 artistes, donc, qui ont eux-mêmes travaillé sur des vidéos sur 10 minutes pour présenter leur travail. Et le 3e temps sera donc un format d'échange donc avec les 3 invités, donc les 2 artistes et le commissaire, qui sera donc en Skype. Donc on commence aujourd'hui le jeudi 18 et on recommencera demain matin à 9 h pour le focus numéro 2 et la session 3 à 14 h demain après-midi. Alors, juste en termes de petite introduction, je voulais revenir peut-être sur l'édito qu'on a co-signé avec Loïs, Gabriel et moi, intitulé « Essentiellement vôtre ». Donc l'idée, vous avez compris, c'est de redonner un peu une part d'humanité à notre quotidien. Alors, vous le savez peut-être, curiologues que vous êtes tous, que l'art et la culture sont un des moyens, en tout cas, de reconstruction qui sont émergents en temps de crise et de post-crise. C'est en tout cas des études qui sont menées au Canada, sur lesquelles il serait intéressant de se pencher. Alors c'est vrai qu'on ne peut pas voyager physiquement, c'est vrai, on est même voire assez contraint dans nos déplacements. Alors ce matin, j'ai eu une petite info sur France Info, je ne sais pas si vous avez vu, on est en période de manque, et dans cette période de manque, il y a la période du revenge, la revanche. Alors en général, ce n'est pas toujours positif, mais celle-ci, je pense qu'elle le sera, c'est le revenge travel,
Voilà, donc l'idée d'avoir le besoin d'évasion. Donc cet après-midi, c'est un peu ça auquel je vous convie, c'est un revenge travel virtuel avec vidéoforme. Donc j'espère qu'on va pouvoir voyager dans le temps, dans les idées, les imaginaires, et on espère vous satisfaire au mieux, même si pour beaucoup, donc, c'est virtuel. Alors, juste peut-être une recommandation avant de lancer la présentation de Philippe Franck, peut-être à ceux qui nous écoutent, de faire attention de bien mettre le micro off, muet, pour ne pas déranger l'enregistrement et le bon déroulé des échanges. Et donc, on va présenter Philippe Franck. Et c'est Garance qui vient présenter Transculture et les pépinières européennes de la création, je crois. Exactement, merci Élise. Donc, je vais commencer par présenter Philippe Franck. Il était un commissaire artistique, historien de l'art, créateur sonore et intermédiatique. Et il est le directeur donc, de Transculture, le centre des cultures numériques et sonores. Il est aussi le directeur artistique du réseau des pépinières européennes de création. Il exerce en tant que professeur dans diverses écoles belges où il enseigne l'analyse de l'image, la théorie des médias et la création sonore, entre autres. Enfin, il endosse régulièrement le rôle de critique au sein de différentes revues francophones, notamment Turbulence Vidéo, donc de Vidéoforme. On va lancer la vidéo de présentation de Philippe Franck. Bonjour, je m'appelle Philippe Franck, je suis directeur de Transculture en Belgique. Transculture, centre des cultures interdisciplinaires, numériques et sonores, et également directeur de Transculture Europe, pépinière européenne de création, dont le siège est à Paris pour les pépinières. J'y viendrai dans la dernière partie de la présentation. Alors d'abord, Transculture, c'est une structure qui existe depuis 1996 à Bruxelles et qui travaille spécifiquement au croisement entre art, société, technologie afin de promouvoir les croisements intermédiatiques, interdisciplinaires, mais également les cultures sonores et numériques. Alors quand on parle de culture sonore, on en a un bon exemple ici avec le festival City Sonic qu'on a créé en 2003 à Mons. Nous étions à l'époque et qui depuis a voyagé dans différentes villes, à Charleroi, La Louvière, Louvain-la-Neuve et Bruxelles. City Sonic, c'est un festival international des arts sonores, c'est-à-dire de tous les arts du son qui travaillent le son comme matériau, tant au niveau sculptural que performatif, avec différentes entrées, la poésie sonore, les plasticiens du son, les arts numériques et le son, l'architecture, le design, comment ça résonne également avec la ville et l'espace urbain. Il y a un grand parcours que nous proposons à chaque fois dans différents, avec de nouvelles créations dans City Sonic, qui réunit en général une quinzaine de lieux dans la ville. À ce parcours est associé des performances, des ateliers, y compris des ateliers de sensibilisation aux arts du son pour les enfants. Et donc City Sonic est le festival porté par Transculture depuis 2003 qui nous permet aussi d'aider, de diffuser, mais de créer, de promouvoir et de produire toute une série d'artistes sonores, encore une fois par différentes entrées, en résonance avec des lieux différents, donc avec une dimension in situ contextuelle très affirmée, et également un festival qui a des déclinaisons dans des pays bien autres que la Belgique, que ce soit la Tunisie, la Roumanie, le Québec ou encore la Côte d'Ivoire, pour donner quelques exemples. Un autre festival que nous avons, c'est Transnumérique. Transnumérique, c'est le festival des cultures et des émergences numériques, qui lui, comme son nom l'indique, explore davantage tout ce qui est proche des arts numériques, en regardant aussi en arrière avec qu'est-ce qui était là avant les arts numériques, bien sûr l'art vidéo, multimédiatique, intermédiatique, les cultures électroniques sous leurs différentes formes, là un peu plus axé sur l'image, mais l'image quand même dans un rapport hybride interdisciplinaire.
et avec une attention aussi sur les émergences, c'est-à-dire les jeunes artistes, les artistes qu'on a pu accompagner aussi à l'année, mais également des artistes de dimension internationale et des références. Avec ces derniers temps, une attention au partenariat avec des musées, avec des institutions culturelles plus traditionnelles, qui n'auraient pas, sans cela, débordé, si je puis dire, ou intégré les cultures numériques en leur sein. Ça a été le cas avec une exposition récente à la Louvière Digital Icon. Également d'autres événements un peu plus prospectifs, comme ici Vice Versa, qui est vraiment à la croisée de la recherche artistique, de la recherche scientifique appliquée et aussi des industries culturelles, mais toujours pour nous en mettant l'artiste et le processus créatif dans sa singularité au centre de ces interrogations, au centre de ces croisements, où Transculture agit aussi comme intermédiaire, par exemple, entre des laboratoires universitaires, notamment l'Institut de recherche Numédiaire à Mons, où nous sommes partenaires du consortium, et des artistes qui peuvent y aller en résidence ou qui sont aidés pour des productions, éventuellement aussi à travers des projets européens, pour qu'ils aient accès à des moyens, à des chercheurs également qui travaillent avec eux et qui permettent à l'artiste d'aller plus loin au niveau technologique, aussi tout en gardant l'essence de son projet. Nous faisons également toute une série de conférences, d'ateliers à l'année, également avec les écoles d'art. C'est important pour nous, ce volet émergence sonore et numérique. Il y a des ateliers à l'année également en école d'art où on accompagne les étudiants avec des animateurs artistes et on promotionne on diffuse leurs travaux également dans nos festivals, mais aussi les ateliers pour enfants, les Sonic Kids, tant au niveau des pratiques sonores avec un aspect ludique que des pratiques numériques. Alors, transculture, comme son nom l'indique, c'est évidemment les transcultures, mais pas seulement géographiques, également sociétales, de réflexion, technologique, et les échanges internationaux sont très importants pour nous. Ici, avec le Québec, déjà depuis de nombreuses années, notamment des échanges réguliers avec la Chambre Blanche à Québec, qui est un centre d'art visuel et numérique, échange de résidences croisées mêlant chercheurs et artistes, échange aussi avec Production Rhizome à Québec, plutôt autour des nouvelles formes de poésie sonore et du lien entre la littérature vivante et les autres pratiques contemporaines, dont le numérique et le son. Tout cela donne lieu à des résidences, mais aussi à des expositions, à des festivals parfois transatlantiques, comme le festival Écriture hybride que l'on mène avec Rhizome depuis quelques années maintenant, et est assez fécond, je dois dire. Les échanges internationaux ne vont pas que dans les pays occidentaux, mais aussi à l'Est, notamment en Roumanie avec le festival Simultane, ou encore un autre exemple à Abidjan pour les rencontres internationales d'art numérique et visuel, dont nous sommes également un partenaire régulier, tant avec Transculture que les pépinières européennes. Ces échanges internationaux nous permettent aussi de mener à bien des coproductions peut-être plus ambitieuses que nous n'aurions pas pu faire seuls, et également de faire circuler une communauté d'artistes, tant numériques, sonores qu'intermédiatiques, que Transculture soutient de manière régulière. Alors, il y a aussi l'aspect publication qui est très important pour nous, parce qu'il y a l'aspect réflexion sur ces pratiques tant sonores que culturelles, et ces mutations artistico-technologiques sont pour nous importantes. On n'est pas ni technophile ni technophobe, on essaye simplement de réfléchir sur ces enjeux de ne pas en être prisonnier, et notamment au niveau des publications sonores, nous avons créé le label Transsonic pour les sons autres, qui fait tant des CD, des vinyles, même des cassettes, ou encore des publications autour du son, qui pour nous est très important que l'aspect livresque, essai, où on travaille aussi avec des maisons d'édition de manière régulière. Alors, ce qui concerne les pépinières européennes de création, c'est un projet en fait qui s'inscrit dans l'héritage d'une structure plus ancienne qui s'appelait les pépinières européennes pour jeunes artistes, qui, à son apogée, réunissait une trentaine de pays, donc bien au-delà de l'Europe, et une centaine de structures pour faire des échanges, et notamment des échanges de mobilité, de professionnalisation pour jeunes artistes allant jusqu'à 35 ans, et des résidences à travers toute une série de structures, avec les arts contemporains en général, donc ça va aussi bien des arts plastiques que de la danse contemporaine, ou encore le son, ou des projets plus interdisciplinaires, art de la scène également. Nous avons créé une nouvelle structure qui s'appelle Transculture Europe
pépinière de création pour pouvoir continuer un réseau très important au niveau international qui bénéficie à ces artistes, à ces jeunes artistes. Et nous l'avons poussé un peu plus sur les rencontres justement interdisciplinaires, les nouvelles formes d'hybridité, aussi en poussant ces échanges aussi avec la recherche, avec les industries culturelles et pas seulement entre artistes. Et évidemment, cette notion de résidence qui aujourd'hui est en pleine mutation aussi et pas seulement à cause du confinement. Donc, toute cette forme de transversalité hybride, contemporaine, numérique, sonore sont vraiment au cœur du projet de Transculture Europe, mais aussi de Transculture Belgique et aussi des pépinières européennes, projet de Transculture Europe, là plutôt pour promouvoir des projets plus émergents et plus transversaux au niveau des collaborations internationales. Important aussi ce que nous avons lancé en ligne ces derniers temps, notamment à cause ou grâce au confinement à partir de mars 2020, No Lockdown Art, sur notre projet en ligne, notre plateforme Créa Connexion. Il s'agit de mettre en évidence des productions, des projets d'artistes de différentes tendances, de différentes disciplines contemporaines, de les mettre en diffusion avec une aide aussi parfois à la production sur le web et de faire du web une espèce de nouvelle scène de diffusion mais aussi d'échanges pour ces artistes, pour ces projets contemporains, hybrides, numériques ou sonores. Et je dois dire que jusque maintenant, nous avons eu des centaines de projets qui ont pu être diffusés ainsi et que nous allons continuer ce No Lockdown Art avec une volonté de résister justement au confinement de la création. Alors, transculture.be pour tout connaître sur transculture ou presque, pépinière.eu sur les pépinières européennes de création. Merci. Bien, merci. On revient sur le plateau. Donc, merci à Transculture et Philippe Franck pour ce focus numéro 1. Donc, vous l'avez compris, c'est un focus qui s'est fait à l'heure du Covid. Alors, c'est vrai que le festival Vidéoforme, on a eu à cœur peut-être de ne pas s'apesantir de trop, on va dire, sur le sujet. Je ne sais pas si le terme « fêter les 1 an » est le bon terme, mais c'est vrai que ça fait pile 1 an. C'est vrai qu'on frôle un peu la lassitude et l'overdose. Cela étant, c'est vrai que le festival, donc c'est un instantané, et donc il était difficile de faire l'impasse. Et on remercie justement nos amis belges de faire ce petit retour sur l'année 2020 qui a été un peu chaotique et compliqué. Alors on devrait commencer avec un petit Skype entretien avec Philippe Franck, qui est en direct du coup je crois de Belgique sans doute. Je crois qu'il est sur une autre exposition. Donc on va essayer de l'attraper au vol pour lui poser quelques questions. J'en profite le temps qu'on essaye de l'avoir, de préciser à ceux donc, qui nous écoutent et qui sont sur live streaming, de ne pas hésiter s'ils ont au fil de l'eau des questions, des idées, des remarques à faire. On se fera un plaisir de les faire remonter et d'en discuter au moment de la table ronde avec les artistes Oscar A et Alex Augier. Donc on devrait avoir le Skype et on devrait avoir Philippe. Philippe, tu m'entends ? Alors, toi qui es créateur sonore, on n'entend pas le son tout de suite. Attends. Tu entends dans le casque, tu m'entends, c'est ça ? Ok. Nous, on n'entend pas les réponses. Attends, on est en train de regarder. Bon, pendant qu'on règle les petits problèmes techniques, je vais en profiter pour remercier même doublement Meltrad, que j'ai oublié de remercier en tout début d'introduction. Donc merci à eux et merci à Justine qui fait donc la traduction en anglais. Oui, je vais préciser effectivement, vous avez donc, on va dire, 2 canaux.
disponibles pour la retransmission des journées pro. Vous avez donc la page Facebook, le Facebook Live, qui est donc en français. Et vous avez donc la chaîne YouTube de Vidéoforme qui est en anglais. Sachant que la journée de demain sera en plateau entièrement en anglais. On va essayer de se débrouiller avec, avec nos compétences. Et voilà, donc si vous voulez le suivre en français pour demain, ce sera donc Facebook. Alors, est-ce que Philippe nous entend? Toujours pas. C'est de lui. Oui, a priori, il nous entendait avec le casque. Alors, moi, j'ai pas de retour image. Ok. Philippe, si tu m'entends, as-tu mis ton micro en route? Tu l'as pas mis sur mute? Ou pas? Bon, c'est les aléas du direct. Alors, micro. Ah, ça y est. Oui, le micro marche. Ça y est, Philippe, on t'entend. Incroyable. Bon, écoute, tu es où là en ce moment? Je suis à Mons parce que nous sommes dans une exposition avec 60 jeunes artistes qui s'appelle Le double et son réel sur le thème de la copie. Bon, bah, dont je suis un des commissaires, voilà. Bon, là, on a bien l'original en ligne, c'est bien. Tant mieux. Bon, alors, on a 10 petites minutes pour échanger rapidement sur le focus qu'on vient de voir. Alors, Oui. tu as déjà précisé ce qu'était NOLA, là, le No Lockdown Art Video Sélection. Oui. Donc, je vais peut-être pas y revenir. Par contre, dans ta présentation, tu as utilisé le terme de nouvelle scène de diffusion que pourrait être le web. Et vous qui êtes à la pointe des technologies, est-ce que c'est vraiment une nouveauté pour vous ou c'est simplement, on va dire, un tremplin pour la diffusion de vidéos sur le web? Disons que c'est quelque chose qui s'est intensifié considérablement, évidemment, avec les qu'on a dû suivre. Donc nous, dès mars 2020, dès le premier confinement, on est passé sur du soutien et de la diffusion à différents types de créations sur le web. D'ailleurs, ce n'était pas nécessairement des créations faites pour le web, ce n'était pas du tout du web art nécessairement, il y en avait aussi, mais c'était tout type de créations contemporaines, interdisciplinaires, qui pouvaient trouver une forme de diffusion sur le web. Et c'est pour ça qu'on a lancé ce programme No Lockdown Art, afin d'aider ces artistes, mais aussi de leur donner de la diffusion. Et je dois dire que depuis, on n'arrête pas d'être submergé de demandes. On a reçu, dès le départ, en mars, 400 propositions, dont on a mis une centaine en ligne, et puis qu'on a retenu une cinquantaine peut-être pour aider. Et on va faire une publication clé USB, papier avec ça. Mais il y en a tellement qu'on est en retard, et c'est un bon signe finalement. Et puis, évidemment, on croyait que ça allait peut-être s'arrêter, mais ça a continué. Donc je crois que de toute façon, ces diffusions via le web comme plateforme de diffusion, de création, de production in progress, j'allais dire, hein, avec ce côté justement un peu instantané que ça peut donner, bien, même si nous, on n'est pas dans l'instantané facebookien, j'allais dire, du tout dans ce programme, mais dans des œuvres quand même assez... des œuvres qui sont, j'allais dire, sérieusement et assez solidement faites, mais qui peuvent aussi avoir différentes phases. Et là, on a lancé des tas de sous-actions qui sont un côté plus sonopoétique, comme on dit, c'est-à-dire des correspondances confinées entre poètes et artistes audio qui travaillent ensemble. On a aussi lancé des sessions live, mais qui en fait sont faites dans les appartements, dans les chambres des artistes, Transsonic Live Session, puisqu'on a un petit label qui s'appelle Transsonic aussi, dédié aux arts sonores. Et on a aussi des projets plus spécifiques, comme le Kika Nicolella, qui est une artiste brésilienne et curatrice qui vient assez souvent à Vidéoforme, qui est une amie de Vidéoforme, qui a lancé son projet Common Ground avec des dizaines d'artistes en fait qui collaborent en envoyant des vidéos ou des fragments multimédia et du son, et elle réunit ça ensemble pour en faire une œuvre collective qui est là aussi, qui commence vraiment à se montrer sous différentes formes, sur le web, mais ailleurs aussi. Donc c'est off et online. Et c'est dans cette dialectique-là, je trouve que les choses sont intéressantes, ne pas rester que dans une dimension, puisque pour nous, le côté virtuel et réel sont intimement liés.
Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'après, notamment le film de Philippe Boinard, il y a une sorte d'univers post-humain. Oui. Donc, si je comprends bien, il n'y a pas forcément un avant et un après Covid, par exemple, pour Transculture. En tout cas, il y a une intensification, comme j'avais dit tout à l'heure, de ce type de flux et de relationnel via le web. Mais dès le départ, dès 96, dès la création de Transculture, le sous-titre était à la croisée des flux. Donc je pense qu'on y est à fond là. Évidemment, il y a un avant et après Covid, si tu veux, dans le sens où, bien sûr, il y a toutes ces réflexions existentielles, mais aussi sur les processus de diffusion, de production, de subsistance même des artistes, et qui sont très profondes. Et bon, je pense que ces questions vont malheureusement, j'allais dire, perdurer, parce que je pense que pour la culture, c'est pas gagné même dans l'après. On l'a bien vu maintenant, c'est déjà pas grand-chose maintenant, inessentiel apparemment dans beaucoup de pays. Et donc pour la suite, je ne pense pas que tout d'un coup la société de spectacle va devenir une société de création intime. Donc là, c'est un peu aussi à nous à saisir cette occasion, quelque part une opportunité pour changer en profondeur ces modèles-là. Mais il ne faut pas croire nécessairement que ça va venir d'au-dessus. Là, je crois, pour le coup, un peu au bottom-up, ce fameux bottom-up un peu trop marketisé par la start-upisation de la culture. Mais pour le coup, il y a un réel besoin qui vient du terrain, si je puis dire, des artistes et aussi des opérateurs associés, à changer les choses à ce niveau-là dans le processus de production, des diffusions. Encore faut-il que les spectateurs, les visiteurs changent aussi un peu leur habitude et ne restent pas que sur des influenceuses médiocres ou encore un spectacle qui par ailleurs pourrait être très bien un trailer d'un grand théâtre qu'on retrouve en télé avec je ne sais pas combien de caméras, mais là aussi affûtent leur curiosité créations en ligne qui sont vraiment dans l'altérité, régularité. En tout cas, ce sont altérités plurielles connectées dans Transculture, aussi dans les pépinières européennes de création. Alors, c'est vrai que Philippe, tu es un habitué de Vidéoform, mais c'est vrai qu'on connaît bien votre lien avec la recherche. Tu as parlé dans la présentation sur le retour avec les industries culturelles. Par contre, la nouveauté, mais est-ce que j'ai bien compris, c'est le partenariat avec certains musées qui ne seraient pas forcément ouverts à ce type de création. Est-ce que c'est dû à la situation ou pas du tout ? Alors là aussi, c'est quelque chose qui préexistait avant comme tendance, mais cette ouverture s'est intensifiée parce que dans les transnumériques, il y a notre autre festival avec Citysonic Art Sonore, Transnumérique, émergence numérique, plutôt culture numérique et l'image y compris. On a noté que les musées avaient envie avec nous de déborder un petit peu de leur traditionnelle monstration. Aussi, ça leur permet de montrer des choses qu'ils ne montrent pas d'habitude, de faire des échos, des résonances. On va en parler tout à l'heure, je pense au débat, avec d'autres types d'artistes et de créations numériques. C'était le cas avec le musée, le MIL, le musée de la Louvière dans Transnumérique, qui s'est ouvert pour la première fois aux arts numériques dans Transnumérique. Ça a été le cas avec le plus gros musée universitaire de Belgique, de Louvain-la-Neuve, lors des Transnumériques précédents. Et donc, on sent là quelque chose qui est vraiment... et c'est une bonne chose, je pense, où l'institution muséale s'ouvre à d'autres types d'art. Donc il y a une porosité là qui est la bienvenue, qui était quand même un peu plus frileuse avant. Mais maintenant, c'est quelque chose qu'on a toujours défendu dans Transculture, c'est-à-dire ne pas travailler avec simplement dans ce tout petit milieu des arts numériques ou même des arts sonores, ne pas prêcher qu'aux convaincus, mais vraiment que la transversalité soit réelle dans le concret avec des modes de culture, j'allais dire, ou de représentation plus traditionnelles, qui finalement ne sont pas opposés à ça. Mais seulement, il faut un peu leur proposer un trait d'union en partant de leur spécificité. Il y a eu aussi l'accent, si j'ai bien suivi, sur l'édition, une forme d'édition particulière, notamment édition sonore. Oui. Est-ce que tu peux en dire un peu plus ? Alors oui, c'est vrai que ça c'est très très prolixe, on est même dépassé, à vrai dire, par le nombre de choses qu'on doit encore sortir, parce que on a lancé des choses en ligne, des albums en ligne, mais il y a aussi à partir de ces albums en ligne, et je parlais de Correspondance confinée tout à l'heure, qui est un des sous-programmes de No Lockdown Art, entre des poètes, et d'ailleurs souvent des poétesses, et je m'en réjouis, tantôt libanaises, tantôt moscovites, tantôt françaises ou belges ou ailleurs, qui travaillent avec des artistes sonores. Et là, on a vraiment
quelque chose de grande qualité, au résultat qui n'est pas du tout qu'un journal du Covid dans son égotisme un petit peu gnangnan qu'on peut trouver par-ci par-là, mais plutôt dans une réflexion de fond très poétique, voire philosophique, et qui nous fait un petit peu décoller au-delà de nos réalités confites, si je puis dire. Et donc là, par exemple, avec Philippe Boinard, il y a un projet de livre avec une maison d'édition bien connue en France, je ne vais pas la dire tout de suite. On a, avec une maison belge, avec qui on travaille beaucoup, La Lettre volée, un projet d'édition avec une poétesse canadienne, Catherine Godin, avec qui j'ai correspondu. On a aussi un projet d'édition à Moscou. Et on va avoir un livre qui sort à Detroit, avec une poétesse américano-libanaise, Biba Sheikh, très engagée, et qui... Detroit de parle émeutes avec George Floyd, etc., tout ce qui est passé aux États-Unis sous la fin du règne de Trump, qui était assez horrible, avec également le problème des artistes et des minorités sous le confinement là-bas. Donc tu vois, c'est très très large, mais il y a vraiment une urgence d'expression et une expression de qualité, et on a voulu vraiment donner le plus possible de traces, laisser des traces, pas seulement du live et du web, mais des traces aussi plus conventionnelles, comme des livres, des disques, à toute cette urgence d'expression, de profondeur, pas de superficialité, mais de profondeur poétique en général, qui se passe pendant ces années, ces mois ou même ces années de repli pour certains, et en tout cas qui pour nous ne doivent absolument pas être un art confit, mais plutôt déconfit et libertaire plus que jamais, et connectif. Bon, merci Philippe. Avant de conclure, il y a Gabriel qui veut te poser une question, si tu veux prendre le micro. Je te tends le mien, ou celui-ci, oui. Ah, bonjour Gabriel. Oui. La question de la diffusion en ligne suppose un modèle économique. On sait que dans le monde des musiques actuelles, c'est réglé et accepté par le public. Est-ce que dans le cas de ces vidéos, il y a un modèle économique ? Alors, pour le moment, ça s'est fait vraiment sur fond propre de transculture. Maintenant, ce que nous sommes en train de constituer, c'est une espèce de multimédiathèque, aussi à destination d'autres diffuseurs, et en fait, à peine ce n'est pas encore constitué que déjà ces sélections sont en train de se balader, pas seulement en vidéoforme, mais bientôt aux rencontres d'art numérique d'Abidjan, dans un festival italien, etc. Donc, pour te répondre, ce modèle de diffusion, évidemment, il n'est pas simple parce que ce sont parfois des festivals qui eux aussi sont en difficulté, et là on diffuse très amicalement parce qu'on pense que c'est important. Mais par exemple avec le son, il y a déjà un modèle économique où les gens peuvent acheter des sessions live en ligne ou des morceaux qui sont assez exclusifs sur le web. Et je dois dire que ça marche pas mal. Ce sont à chaque fois des petites sommes, mais comme on a pas mal de réponses, eh ben, oui, ça fait partie d'un modèle mi-privé, mi-public qui commence à se mettre en place. Et j'espère qu'il va s'intensifier. Sur cette question, alors je ne vais pas trop développer, je ne suis pas très au fait, mais il y a ce qu'on appelle avec les crypto-monnaies, il y a eu une œuvre d'art là, qui s'est vendue il n'y a pas très longtemps, l'histoire des tokens, etc. Et bon, Gabriel fait la tête quand j'en parle. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais avec cette idée qu'on pourrait être collectionneur et propriétaire de quelques secondes. Alors on parle d'œuvres, mais ça peut être des séquences sportives, ce genre de choses. Je ne sais pas du tout vers quoi ça mène. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Oui. Et évidemment, on travaille aussi bien avec des structures que des artistes qui sont assez exploratrices de ce rapport au blockchain, à la crypto-monnaie. Maintenant, tout ça change très vite. Il faut aussi un peu se méfier des modes et des effets d'annonce. Mais moi, ça me rappelle, parce que je suis quand même historien de l'art aussi, j'aime bien faire des retours en arrière. Et là, je me rappelle à l'esthétique... la sociologie de l'art et l'esthétique, plutôt l'esthétique de la communication également de Fred Forrest, qui achetait par exemple dans Le Monde un espace vierge, je pense que c'était dans les années 70, et où les gens pouvaient écrire leur propre publicité et qui par après vendaient un terrain soi-disant vierge aussi, ou un espace web virtuel également avec une œuvre d'art. Donc tout ça évidemment ne date pas d'aujourd'hui. Moi j'aime bien plutôt l'aspect pied de nez, parce que je trouve qu'il ne faut pas calquer un modèle
sur un autre. Je demande encore à voir ce qui va se passer avec cette utilisation des crypto-monnaies, mais aussi comment les créateurs vont s'en emparer, parce que pour le moment, ce n'est pas les créateurs qui s'en emparent, ce sont surtout les financiers, et comme d'habitude, le capitalisme financier s'adapte très très vite et a trouvé là une source de jouvence peut-être. Donc c'est aussi aux artistes à investir cela, sans doute avec les chercheurs, parce que parfois c'est assez compliqué. On a fait il y a 2 ans notamment tout un cycle autour de la blockchain et des différents modes de créativité avec un économiste qui venait donner des workshops aussi bien avec des artistes qu'avec des avocats ou avec des directeurs de structures culturelles pour essayer de voir comment ces modes-là pouvaient avoir on pouvait réfléchir à partir de ces modes-là sur d'autres modes de créativité. Et je trouve que tout ça est intéressant. Maintenant, il ne faut pas s'emballer non plus dans un effet de mode. Et il ne faut pas non plus oublier que 99% du modèle économique n'est pas celui-là aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Bon, merci Philippe, on va s'arrêter, le temps est écoulé. En tout cas, merci pour ce retour de création collective partagée. On a bien aimé aussi l'expression le refus du tout à l'ego. Oui. J'ai trouvé que c'était, voilà, vous aviez bien trouvé vos mots. Et donc, merci beaucoup déjà pour... Je pense qu'on doit tous y travailler, y compris dans le monde culturel. Bon, merci beaucoup Philippe. On va passer maintenant aux présentations. Donc, on te laisse pendant 20 minutes la présentation et on se retrouve tout à l'heure. Voilà, exactement. On se retrouve dans 20 minutes. La présentation donc, des 2 artistes que Garance va présenter, donc Oscar A et Alex Augier. Donc, je laisse la parole à Garance et puis ensuite aux présentations des artistes. On va commencer par une présentation de Oscar A, donc, qui est un artiste français établi à Saint-Étienne. Il réalise des installations et des vidéos expérimentales où il mêle nouvelles technologies et dessins. Il est actuellement en résidence de recherche Vidéoforme à Jaligny-sur-Bèbre et il propose des expériences, on va dire, temporelles et immersives dans lesquelles le spectateur joue un rôle décisif sans pour autant décider du sort de celle-ci. En effet, le laisser-faire, selon l'artiste, est essentiel à l'accomplissement de l'œuvre. Je laisse la place à la vidéo de Oscar A. Type de vidéo que j'ai pu réaliser, c'était vraiment une vidéo qui était attachée à la matière. Bien sûr, il y avait un travail sonore qui était fortement associé. Donc ce sont des vidéos foisonnantes en fait, des vidéos où il y a beaucoup d'activités, une sorte de polysémie, plusieurs choses en même temps comme ça qui s'animent. Et puis progressivement, donc je me suis intéressé aux éléments physiques. Donc j'ai commencé à travailler beaucoup avec des particules. Donc ce qui demandait un gros temps de programmation et un temps assez conséquent passé sur l'ordinateur. Et puis en revenant en France, j'ai commencé à vouloir filmer un peu plus le réel. Donc à composer plus avec des images qui n'était plus cette fois concrète, mais en jouant aussi sur l'abstraction, en jouant un peu sur ces différents plans. C'est-à-dire que je cherchais plus forcément à faire une peinture en mouvement, ce que je cherchais vraiment au début, mais à travailler plutôt sur l'imaginaire que pouvait déclencher une image. Donc à moins forcer l'imaginaire d'une certaine manière. Et puis progressivement, j'ai glissé comme ça, aussi par le désir de sortir de l'atelier, d'aller voir les gens. J'ai glissé vers une image qui est plus proche du réel, mais cette fois, c'est dans le réel que je cherche à inclure un peu de l'imaginaire.
très concrètement, hein, c'est ce que je fais depuis un an avec le projet des nénuphars, puisque j'ai réalisé des sculptures souples qui sont jaunes. Euh, c'est réalisé à partir de structures de tentes quechua que je récupère. J'installe donc ces éléments dans le paysage, ce qui questionne donc notre manière de voir le paysage et aussi la structure du paysage. Et ces éléments-là sont vibrants, sont presque vivants. Et, et là, ce que je vais filmer, c'est à la fois ces œuvres qui sont déployées, qui n'ont de sens qu'une fois déployées dans l'espace, mais également les interactions que les sculptures vont avoir avec les gens en fait. La population totale française est de 67,1 millions d'habitants. Elle est composée de 32,4 millions d'hommes et de 34,67 millions de femmes. J'en fais partie. Je fais partie des 77% de Français qui ont une baignoire. Je fais partie des 8 millions d'élèves qui ont passé le bac en 2002. Je fais partie des 40% de myopes que compte la population française. Je fais partie des 4067 Jonathan qui ont obtenu le bac et plus exactement des 26% de ces derniers qui ont eu une mention assez bien. Pourtant, si je m'étais appelé Oscar en 2002, j'aurais fait partie de la catégorie privilégiée, avec 50% de chances d'avoir la mention très bien. J'appartiens aux 52,1 millions de Français qui ont entre 20 et 59 ans. Comme 12% des Français j'oublie de couper l'eau en me lavant les dents, je fais partie des Français dont l'espérance de vie est de 79,5 ans. Je fais partie des 9% d'hommes qui repassent. Je fais partie des 16,7 pour 100 000 habitants qui risquent de mourir par suicide. Mes chances augmenteraient considérablement dans 10 ans, d'autant que je suis un homme et que j'ai des cordes d'escalade. Avec l'installation de dispositifs nénuphars, que tout le monde appelle chips, euh, j'étais à cheval sur l'air et je commençais à m'acheminer vers une poésie de l'eau. Et ça a été flagrant à partir de 2019, où j'ai vraiment beaucoup travaillé sur des encres flottantes à l'atelier. Voilà, c'était une année confinée, donc j'ai beaucoup travaillé aussi dans ma baignoire, en mettant des différents liquides dans la baignoire que je venais attraper avec une feuille. Et, euh, et voilà, je me suis laissé bercer comme ça par cette poésie de l'eau. Et à travers ça, ce qui m'animait, c'était vraiment le reflet et de quelle manière l'eau pouvait conduire l'individu à exister, à sortir de lui-même.
Mon travail de recherche est vraiment axé sur le mythe de Narcisse et Écho, avec cette préoccupation du miroir impossible que peut offrir l'eau en mouvement, l'eau en vibration. Dans le contexte de cette recherche, j'expérimente des prototypes d'installation dans le cadre de la résidence à Janigny, mais également dans le cadre d'une autre résidence qui est une résidence à Arts et Sciences au laboratoire Ladix de l'école polytechnique où je suis actuellement d'ailleurs. Bien, merci à Oscar A. On va passer donc au deuxième artiste. Garance, je te laisse officier. Merci Élise. Donc on va passer à la présentation de Alex Augier. Donc on va passer à la présentation de Alex Augier. Donc Alex Augier, c'est un musicien électronique qui réside à Paris en France. Il est fasciné donc par l'esthétique du digital et propose des performances audiovisuelles dans lesquelles images et sons s'entremêlent pour occuper l'espace. Au cœur de ces performances, il décide du déroulement de ses œuvres tel un chef d'orchestre contemporain. C'est donc le principe même de la performance à 360 degrés post, sélectionné et présenté pendant le festival cette année. Bonjour, je suis Alex Augier. On m'a proposé de présenter mon travail en 10 minutes, donc ce que je vais faire. Donc je me définis avant tout comme musicien, mais un musicien effectivement qui a une activité transversale en étendant sa musique à d'autres champs, d'autres médiums, notamment visuels. Et donc mon parti pris pour ces 10 minutes, c'est de vous montrer que ma manière d'aborder la performance audiovisuelle, c'est de considérer que c'est un champ de création spécifique. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une performance audiovisuelle, c'est pas une performance audio et visuelle. Il ne s'agit pas simplement d'associer une musique avec des images, comme ça pourrait être le cas d'une scène de cinéma ou d'un accompagnement visuel d'un concert pop ou d'un très nombreux un grand nombre de concerts de musique électronique qui se revendiquent comme performances audiovisuelles mais qui sont simplement un accompagnement visuel en fait d'une musique avec ce côté totalement interchangeable. Vous pourriez changer les visuels ou la musique, ça fonctionnerait différemment mais ça fonctionnerait. Moi, je réfléchis sur des propositions où tous ces éléments sont parfaitement liés, intimement liés, techniquement, artistiquement, et sont totalement interdépendants. Il n'est pas possible de retirer un des éléments sans détruire complètement le projet. Et donc ces projets associent son, image, mais également scénographie, espace. Alors,
Je vais prendre 2 exemples, Nibble 2016 et puis plus récemment Post. Alors, dans le cadre de Nibble, l'intention audiovisuelle, c'était de proposer au public une expérience de spatialisation audiovisuelle, mais tout en restant sur scène, c'est-à-dire avec une présentation frontale, théâtrale. Et donc pour cela, j'ai disposé 4 écrans transparents autour de moi. J'utilise 2 vidéoprojecteurs, et avec une technique de mapping, ça va venir s'adapter à la disposition de ces écrans. Et à chacun de ces écrans, j'ai associé un point de diffusion sonore, un haut-parleur. Et ça m'a permis de définir 4 pôles audiovisuels, 4 espaces différents dans l'espace de la scène. Droite, gauche, et puis ce qui va apparaître pour le public comme proche et lointain. Et donc, compte tenu de cette installation, j'ai fait une musique et des images qui sont totalement liées à cette structure, c'est-à-dire ces musiques rythmiques où chaque impact rythmique va se déplacer d'un pôle à l'autre. Ça va se déplacer d'un pôle à l'autre. Donc, ce que je veux dire, cette structure, elle est là avant tout pour porter l'intention audiovisuelle de départ. Mais en même temps, l'intention audiovisuelle, elle est possible grâce à cette structure. Le plus simple, c'est de vous montrer quelques images. J'avance un petit peu. Et l'autre chose qui est importante du coup dans cette volonté de cohérence, c'est que l'interprétation que je fais sur scène, ma performance, elle se fait, j'interprète le médium audiovisuel et l'espace d'un seul tenant. Dans le cadre de Nibble, j'utilise mon synthétiseur modulaire. Et quand je vais tourner un potard, ce potard, même si c'est un synthétiseur modulaire que c'est initialement fait pour fabriquer du son, et ben ce potard va avoir un effet sur la musique et également sur le visuel, mais également sur l'espace. Je n'ai pas à me soucier d'interpréter l'un ou l'autre de manière dépendante. Quand je tourne, par exemple, quand je diminue le temps d'une enveloppe sonore, effectivement, ça va diminuer le temps du son, mais ça va diminuer, par exemple, la vivacité de certains éléments visuels. Et voilà, donc j'interprète tout d'un seul tenant, et ça aussi, c'est quelque chose de fondamental dans mes projets, et c'est aussi ça qui les rend spécifiques. Donc tout ça pour vous dire qu'au final, cette structure, elle porte une certaine type de musique et pas une autre. Vous ne pouvez pas diffuser n'importe quelle type de musique. Cette musique a été conçue exprès pour cette structure. Et cette structure a été faite pour porter cette musique. Donc, et les images sont intimement liées à tout cela, de manière technique et artistique. Le deuxième exemple, c'est Post. Cette fois-ci, c'est un écran cylindrique et transparent également. Il y avait également une intention de spatialisation audiovisuelle, mais sous une forme différente. Cette fois-ci, le public est autour de la structure et lui-même est entouré d'une couronne de haut-parleurs qui permet une diffusion multiphonique ambisonique. C'est-à-dire que le public se trouve dans un champ de synthèse sonore où on va pouvoir positionner les sons. Et l'écran cylindrique, de manière synchrone dans l'espace, va pouvoir permettre de positionner les images. Donc, par exemple, il peut y avoir ici son et image à cet endroit, son et image à cet endroit, et puis bien sûr, il peut y avoir des déplacements. Et comme l'écran est transparent, une personne se situant par exemple à proximité on peut dire un événement audiovisuel, peut voir par transparence au lointain qu'il se passe d'autres événements audiovisuels qu'il va ressentir comme lointains. Il peut voir aussi ces éléments se rapprocher de lui par sa droite, par sa gauche. Voilà, et donc c'est parce qu'il y avait cette envie de spatialisation audiovisuelle, dans cette configuration non plus classique, que j'ai pensé cette structure, voilà, afin de spatialiser les images en relation avec la spatialisation du son. Et donc il y a une synchronisation temporelle et spatiale. Donc je vous montre un exemple.
Et comme le projet précédent, il y a la question de l'interprétation, de la performance. Cette fois-ci, elle ne se fait pas que synthétiseur modulaire, elle se fait avec des contrôleurs monomes, grid et arc. Et j'ai choisi ces contrôleurs parce qu'ils sont en parfaite cohérence avec l'esthétique globale du projet. Et ça, pareil, c'est toujours dans ce souci de cohérence de tous les éléments, c'est-à-dire que cet objet, il rentre en résonance avec la forme macroscopique, celle que le public voit. Parce que par exemple, il y a 4 encodeurs rotatifs. Ces encodeurs sont totalement en relation avec la forme cylindrique de la structure. Il y a une couronne de LED autour de ces encodeurs, et par exemple, les LED me donnent la position du médium audiovisuel, et j'ai la main sur cette position que je peux changer et que je peux même utiliser comme si je scratchais un disque vinyle. Le grid, lui, au contraire, vous voyez, c'est que des boutons, 8 x 16 boutons, et si on prend par exemple une ligne, il y a 16 boutons de gauche à droite, et chacun de ces boutons va correspondre à chacun des images. Vous voyez, si vous prenez les images de la première rangée, il y a 2 rangées sur la photo, il y a la première rangée, et il y en a 16 en tout. Chacun de ces boutons correspond à une des cases visuelles. Si j'appuie sur un bouton, je vais déclencher un son, je vais déclencher une image, mais je vais déclencher à tel endroit de l'espace, sur la structure. Si par exemple j'appuie sur 8 boutons plus loin, au milieu, je sais que je déclencherai un son à l'opposé de l'espace. Et donc c'est comme ça que ça me permet de jouer son, image et espace de manière la plus intuitive, la plus simple, la plus directe possible. Ça a été un gros travail de programmer ces interfaces, parce que ces interfaces, c'est des coquilles vides, il faut tout programmer pour que ça devienne quelque chose de personnel. Et ça, c'était un gros travail, mais ça fait pour moi partie justement de la spécificité du projet. Et donc cette performance audiovisuelle, elle fonctionne avec cette structure, ce type de musique, ces petites images, ce type de contrôleur et cette manière de jeu. Tout est lié. Et puis ça, c'est un petit point en plus, c'est que la musique que j'ai choisie, c'est une musique qui se veut assez techno, parce que j'ai inscrit mon projet dans l'une des techniques les plus utilisées de la musique électronique, qui est les techniques de boucle, de looping et de sampling. Donc j'ai fabriqué des samples en amont et j'utilise ces samples dans le cadre de la performance sous forme de boucle, après sous une forme de boucle très particulière que en fait je découpe par fragments, je réédite les fragments, tout ça est distribué dans l'espace grâce à cette structure, enfin voilà, tout ça est lié. Et voilà, donc ce que j'ai voulu vous montrer à travers ces 2 projets, c'est comment moi j'aborde la performance audiovisuelle comme un champ de création spécifique, et l'idée étant de fabriquer des objets originaux où tout est lié, où tout est totalement interdépendant. Et c'est ça qui en fait, je pense, l'originalité. Voilà, je vous remercie sincèrement. 3e partie de la journée, de la demi-journée, et donc j'invite normalement les artistes à venir sur scène. Donc on va accueillir Oscar A qu'on a vu et Alex Augier qu'on n'a pas vu dans la présentation qu'ils ont faite. Et puis donc normalement Philippe qui doit être resté en direct à nouveau sur Skype. Je suis là. Ah super. Et le Tout son marche. fonctionne. C'est ouais, merveilleux. impeccable, on t'entend très bien. Société connectée, formidable. On y arrive. Bonjour Alex, bonjour Oscar. Ça y est, prenez place. Il manque un 3e micro peut-être pour les... Ah d'accord, donc en fait, ok. Donc il faudra vous partager le micro, c'est ça l'idée. Aïe, c'est pas Covid ça. Bon, heureusement vous êtes masqués. Non, mais Garance reste avec le micro peut-être dans la salle s'il y a des réactions ou des questions. Donc n'hésitez pas, on va donc attaquer le petit tour d'échange. Voilà, je suis masqué moi aussi. Ah mais tu fais bien. Ceinture et bretelles, c'est ce qu'il faut, même à distance. La parole est libérée. Merci Vidéoform. Par contre, oui, c'est ça, c'est l'avantage de ce temps. Donc on revient sur la table ronde qu'on a intitulée Résonance. Je remercie d'ailleurs Tessa et Garance qui ont trouvé la thématique. Et j'ai apprécié, Philippe, d'avoir le terme qui est revenu dans ta présentation à plusieurs fois. Je ne sais pas si on t'a inspiré ou tu étais déjà inspiré avant. Donc merci beaucoup. Ouais.
Donc, on va mettre cette table ronde sous le signe du son. Alors, Philippe, c'est vrai qu'on a rappelé, donc Transculture, c'est à la fois un centre des cultures numériques donc, et sonores. Hein, c'est quand même un des axes importants. Toi-même, tu es créateur sonore et tu enseignes aussi la création sonore. Donc, tu es quand même assez bien placé pour parler de ces questions. Et puis donc on accueille, donc je vais commencer par Alex qui est à ma droite, à ma première droite, pour rappeler d'ailleurs que donc il fait des performances audiovisuelles en live, c'est ce qu'il vous a montré là dans les 10 minutes de présentation. Donc des œuvres qui sont libres, vivantes, organiques. Et rappelez donc que tu vas donc faire une performance demain soir, donc en lieu et place de Vidéoforme. Donc finalement vous êtes sur Vidéoforme au moins jusqu'à la fin du palmarès dimanche soir. Donc restez connectés. Donc Alex, tu vas nous parler un petit peu de ton univers et des performances que tu fais. On a vu là, c'était une spatialisation audiovisuelle à 360 degrés, donc c'est aussi un contexte, un espace particulier. Tu vas revenir là-dessus. Et puis donc Oscara, nous on avait vu, tu avais des captations, là on l'a vu, donc l'histoire des chips, j'ai bien aimé, une sorte de captation inventive, des expériences, de rencontres, des fusions, des chocs, des évitements. Donc tu vas nous parler un petit peu de ça. Je ne sais pas si tous les trois vous avez entendu parler, il y a un projet qui s'appelle Music Makers and Machines, qui est une grande expo virtuelle sur l'histoire de la musique électronique. Alors, je ne sais pas, Philippe, ça va te faire plaisir, c'est le Grand Capital, mais c'est créé par Google Arts et Culture et YouTube. J'ai vu ça sur le site de Montréal Electra, qui nous suivent aussi très bien. Je ne sais pas si vous connaissez. On connaît bien Electra, oui. Oui, Electra, vous connaissez. Et ce projet, la Music Makers and Machines, ça vous dit quelque chose? Non, ça doit être tout nouveau. Ah, tu as reçu. Ah, voilà, donc ça fait partie de l'actualité. Bon, on est au pile de l'actualité d'Electra et de Vidéoforme. Donc, on va commencer peut-être une première question. On a parlé d'œuvres, on va dire, d'intermédiatique, d'expériences transversales. Peut-être que chacun peut expliciter ce que pour lui peut être une œuvre transversale, multimédia, intermédiatique. Et dans ces œuvres, quelle est la part notamment du son dans ces œuvres? Je ne sais pas lequel, peut-être on donne la parole aux artistes, si l'un d'entre eux veut commencer. Alex ou Oscar, peut-être Alex. Parce que j'ai vu que tu es revenu sur le terme audiovisuel pendant ta présentation, donc ça, tu nous as déjà fait un petit rappel de ça. Pour l'un comme pour l'autre, j'ai appris, notamment dans les conversations qu'on avait pu avoir avec Oscar avant, qu'il y a vraiment une réflexion sur chacun des langages. C'est ce que tu as dit aussi. À un moment donné, tu as dit rien, ce n'est pas interchangeable. Donc tu as vraiment un travail sur l'image, un travail sur le son. Et du coup, est-ce que tu peux un peu mieux nous expliquer cette articulation et ce travail sur chacun des médias? Bon, j'ai expliqué pas mal de choses dans ma présentation. Ce que je peux ajouter aussi, c'est que, alors, par exemple, dans ma manière de travailler, c'est que ça soit pour les deux projets dont j'ai parlé, là, Nibble et Post, donc je travaille dès le départ sur une idée audiovisuelle. C'est-à-dire que je ne travaille pas la musique d'un côté en me disant je ferai les images après ou l'inverse. C'est dès le départ, j'essaye de trouver... Enfin voilà, ce que j'appelle ça une idée audiovisuelle, c'est quelque chose où ça fonctionne ensemble, mais ça ne peut pas fonctionner autrement. Ça ne peut exister que dans cette forme-là. Donc dès le départ, je fais des tests audiovisuels. Je programme, alors je travaille beaucoup dans Max, moi. Donc je programme dans Max des choses dont le résultat est audiovisuel et je pars de là pour ensuite affiner. Et c'est souvent... même dans un deuxième temps, que je vais plutôt trouver ensuite la direction esthétique, en fait, le type d'image ou de musique. Et voilà. Alors, tout ça, bien sûr, se fait plus ou moins en parallèle. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que d'emblée, déjà, j'essaye de penser audiovisuel, en fait, comme vraiment une matière d'un seul tenant. Il n'y a pas de hiérarchie. Il n'y a pas de hiérarchie, du coup, de l'un à l'autre. Ça se fait concomitamment, on va dire, c'est ça? C'est ça. Alors, la question de la hiérarchie, enfin, là, je suis en train de me poser la question, en fait, en direct. Donc, non, je ne pense pas que... je pense qu'il y a quand même une petite supériorité musicale, mais bon, il faudrait que j'approfondisse. Mais en tout cas, je me suis perdu entre-temps. Enfin, en tout cas, j'essaye de travailler vraiment les deux en même temps. Je fais pas une
une bande son où je ne prends pas l'image non plus pour ensuite accompagner la musique. Voilà, dès le départ, il faut que je trouve un truc qui se tient aussi techniquement du coup. Peut-être, alors je ne sais pas si du coup, Oscar, tu veux rebondir là-dessus. Je parlais d'hiérarchie, mais c'est vrai que j'ai cru comprendre que toi, ce qui s'intéresse, c'est la tension, c'est de travailler, on va dire, entre les univers. Comment tu le perçois? Comment tu pourrais l'expliquer? C'est piégeux. Vous m'entendez? Oui, c'est ça. Il marche? Oui. Ça va. Je le prenais trop là. C'est piégeux comme question parce que moi, je suis venu à l'image par la musique et je suis venu à la musique par l'image parce que j'ai grandi face aux peintures de mon arrière-grand-père. Donc, j'ai toujours, comment dire, fondu une problématique dans l'autre, en fait. Et finalement, si maintenant j'aborde les deux... ces deux univers, enfin les différents univers, parce qu'il n'y a pas que l'image et le son, puisque je travaille aussi l'espace dans les installations où le public est invité à pénétrer, à visiter, à agir éventuellement. Là, je ne les ai pas présentées, les installations. Là, j'ai vraiment axé sur le côté plus vidéo et sur la recherche de ces 2 dernières années. Maintenant, j'ai plutôt tendance à voir le poids sémiotique de chaque médium, en fait. Qu'est-ce qui se joue dans l'image et qu'est-ce qui se joue dans le langage musical, ou alors s'il n'est pas musical, c'est-à-dire pas forcément inscrit sur un temps qui va de A à Z, d'un point de vue plus sonore, plus large. Enfin, je joue sur différents plans, en fait, sur différentes valeurs. C'est un peu comme en dessin, je crois qu'on rentre en Beaux-Arts, on apprend d'abord à écrire, à dessiner uniquement au crayon de papier, en jouant sur les valeurs, sur les différentes valeurs. Et j'essaye de faire la même chose, tant au niveau de la musique que de l'image. Si bien que parfois, effectivement, c'est l'image qui prend le dessus sur le son. Parfois, c'est l'inverse. J'aime de plus en plus travailler sur le silence, justement, aussi pour laisser respirer ça. Mais ça vient maintenant parce que j'ai débuté mon travail en indexant une matière sur l'autre. Mais ça, c'est un choix aussi. Après, ça dépend ce qu'on veut signifier. Voilà, je ne sais pas si je... Non, si. J'avais vu... il m'avait semblé dans ton travail que tu avais un peu 2 approches du son. C'est ce que j'avais un peu compris. Je ne sais pas si tu vas me dire si j'ai juste. La première, c'était plus l'idée du son comme un vecteur. Tu parlais d'ouvrir des portes. Oui. Y avait ça qui était intéressant. Je ne sais pas si tu peux développer un petit peu, notamment peut-être avec les textes, l'idée de la fréquence du rime sur des textes, ou ça marche avec n'importe quelle matière sonore. Comme Alex, je peux me servir du son comme où l'image va être indexée sur le son, c'est-à-dire qu'on met des machines qui suivent les variations de fréquence, les hauteurs, enfin le rythme, l'intensité, toutes ces choses-là, et ça génère de l'image, ou alors il se passe telle ou telle action. Mais c'est-à-dire que le son, c'est à la fois un canal pour transmettre des messages, mais c'est aussi ce qu'on entend directement, quoi. Et j'aime bien jouer là-dessus, en fait, sur ce qu'on entend, sur ce qu'on n'entend pas, et savoir qu'il y a un canal qui est là, mais en fait, on ne le perçoit pas, ou alors il faut tendre l'oreille, et c'est pareil pour l'image, en fait. J'ai remarqué, par exemple, juste avant, il y avait des images en mouvement, enfin des films, où on voit vraiment le mouvement de caméra. Donc, quand on voit le mouvement de caméra, pour moi, on voit la personne, c'est la personne qui filme, elle est très présente. Souvent, dans ce que je fais, il n'y a pas le mouvement de caméra. C'est plutôt quelque chose qui est là, qui est témoin. Mais si je prends la caméra pour la bouger, à ce moment-là, non seulement j'ai un flux qui passe, mais en plus, il y a un autre flux qui passe par là. C'est qu'est-ce que moi, j'ai voulu montrer, en fait. Et c'est pour ça aussi que j'ai montré dans la petite présentation ce passage où je fais la performance dans la baignoire et où on voit le public qui me regarde dans ma baignoire. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il y a quelque chose comme ça qui s'emboîte et on ne sait plus tout à fait d'où vient l'origine, mais... Enfin, c'est une mise en abîme, en fait. Oui, c'est ça, une mise en abîme. Donc, il y avait l'idée, donc cette histoire du son, de vecteur, voilà, le son comme vecteur, comme passage. Et il y a peut-être aussi un second temps qui est plus autour de la composition. Mais est-ce qu'on parle de composition ou pas ?
Tu réponds peut-être Oscar. Et Alex, est-ce que cette notion de composition aussi, ça te parle? Est-ce qu'on peut calquer ce principe d'exécution et de création musicale aux œuvres, par exemple, que tu performes, que tu expérimentes? Alors, peut-être Alex voilà, et puis après, Oscar, tu reviendras sur cette idée de... Alors, je ne sais pas comment il faut comprendre la question. En tout cas, par exemple, pour le cas de Poste, moi, j'ai surtout eu l'impression, au final, de créer un instrument. Donc, pas un instrument que de musique, mais un instrument audiovisuel. Donc, par rapport au fait de composer, en fait, j'ai plutôt composé un système, en fait. Un système où j'ai effectivement mes interfaces. Les interfaces étant faites comme ça et en rapport avec la structure que voit le public. Donc, ça me permet de faire telle musique, de telle manière, etc. Et au final, c'est ça que j'ai créé. Après, dans cet instrument, musicalement, je peux aller dans différents types de directions, en fait. J'en ai choisi plutôt une qu'une autre, parce que je trouvais ça plus cohérent pour moi. Mais au final, j'ai plutôt composé un système. Voilà, je ne sais pas si ça correspond à la question exactement. Si, l'idée au-delà de travailler l'image et le son, c'est carrément créer un instrument. Voilà, c'est ça l'idée forte. Quand j'utilise le terme spécifique, je pense qu'au final, c'est surtout à ça que je pense. C'est-à-dire que j'ai fabriqué un environnement qui est du coup qui est particulier à ce rendu. Et voilà. Du coup, sur cette question de la composition, peut-être Oscar, si tu veux revenir, parce que moi j'ai vu que tu as étudié à Montréal, on va peut-être balayer la chose très rapidement, mais donc tu as une expérience aussi, on a parlé de beaucoup des gens de Montréal en ce moment, mais avec Jean Pichet, donc sur la composition contemporaine mixte, alors je ne sais pas exactement ce que c'est, et j'ai vu notamment le travail fait avec Pierre Michaud, que tu connais aussi, qui est professeur. Et j'ai vu qu'il était professeur de comprovisation. Alors, est-ce que c'est quelque chose que tu as connu à ton époque? Est-ce que tu pourrais nous dire exactement ce que c'est composition, comprovisation et est-ce qu'on peut composer dans un univers comme le tien qui est ouvert, peut-être à l'infini, dans lequel le visiteur se déplace? Alors, il y a plusieurs... En fait, il y a plusieurs strates dans tout ça. Je rebondis un petit peu sur ce que disait Alex, en fait, parce que moi, ce que je vois dans ton travail, c'est qu'il y a déjà un dispositif. Tu crées un dispositif et ensuite, tu composes avec en temps réel, plus ou moins. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a une part d'improvisation et de composition, si j'ai bien compris. Mais déjà, la composition, elle est présente au moment où il réalise le programme informatique, où tu réalises le dispositif scénique aussi et visuel, donc. Et en fait, on en est là, c'est-à-dire qu'on en est à créer nos instruments avec quand même l'instrument numérique existant, c'est-à-dire un ordinateur, quoi. Mais on recrée chacun de nos instruments en ce moment pour ensuite recréer une musique, un art avec cet instrument. Alors, soit c'est de la musique de scène, soit c'est la musique performée, soit c'est des installations. Dernièrement, ce que j'ai pu faire qui peut être assez proche de ce travail-là, c'était par exemple sur l'installation Murmure, dans laquelle le public est invité à rentrer, à déposer des textes. Et là, il y a sur 24 sculptures, c'est des sortes de petits vases en papier de soie suspendus avec des haut-parleurs et puis de la lumière. Là, il y a une composition sonore qui se fait, mais en fait, il y a un temps composé et il y a un temps interactif. Et je ne mets pas ça sur le même plan. C'est-à-dire que dans l'acte de composer, pour moi, il y a quelque chose qui est assez volontaire. Par exemple, je ne sais pas si Cage a toujours composé réellement. Il a sans doute écrit des pièces qui sont composées, je pense à ses quatuors, même les pièces pour piano, mais il y a des performances, et d'ailleurs, il appelle ça des performances, en fait. Et je pense que je suis vraiment... je dirais que ça dépend des contextes, ça dépend des situations. Et moi, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est d'aller dans le domaine de l'installation, parce que dans le domaine de l'installation, on travaille les différentes strates, des différents temps, différents espaces, et donc on peut faire la part belle à chaque c'est pas esthétique, mais
à chaque strate, justement, avec en plus l'opportunité d'offrir des expériences très différentes pour le public. Chaque personne a une expérience particulière. Et ça, c'est vraiment ce qui m'intéresse. Alors après, pour revenir c'est vrai que c'est à Montréal que j'ai découvert tout l'aspect des arts numériques, même si j'avais commencé la composition contemporaine au CNSM à Lyon, avec déjà beaucoup de programmation. Et puis là, ce qu'on faisait, c'est qu'on indexait en fait le son ou des réactions, soit sonores, soit visuelles, sur ce qui était écrit pour des instrumentistes. Donc j'avais fait une pièce pour violoncelle comme ça, jouée par Olivier Gailly, où en fonction de ses mouvements, en fonction des notes jouées, il se passait telle action. Et donc en fait, progressivement, on développe comme ça une logique d'interdépendance. Et c'est forcément très présent quand on fait de l'improvisation. Mais ce qui m'intéresse là-dedans, en fait, c'est tout ce qui est du sensible. Et ça rejoint peut-être ce que j'ai montré dans le film sur cet aspect de sociologue, un peu où je suis en train d'essayer de dessiner un profil de ce que je suis à partir des pourcentages, quoi. On en est tous là. On met des capteurs un peu partout pour essayer de capter les choses qui nous échappent. Et voilà, c'est pour ça que je mets des capteurs dans les installations, que je fais des projets où j'essaye de voir ce qui va arriver pour ensuite faire quelque chose avec, ou parfois ne pas faire parce que c'était juste suffisant de montrer, regardez, qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Alors, on va revenir peut-être sur cette... dévié, ouais. Non, pas du tout, mais sur cette question à la fois de la place du créateur et du spectateur, du visiteur, parce qu'on voit que l'un comme pour l'autre, c'est vraiment important. Mais je vais peut-être me tourner quand même vers Philippe par rapport à ton expérience vécue sur les questions justement à la fois composition et interaction, la question de l'installation ou pas, l'idée de faire ou ne pas faire avec le son. Sur les questions justement de... l'idée de composer. Est-ce qu'il faut composer? Est-ce qu'il y a un travail de composition au terme, on va dire, traditionnel du terme, et comment est-ce qu'on l'aménage peut-être avec un travail sur l'interaction avec le son et le visiteur? Est-ce que c'est dans ces termes que ça se pose, ce travail du son, à ton niveau? D'abord, le travail du son, il est extrêmement divers, donc je ne dirais pas il faut ceci ou il faut cela. On peut accueillir différentes modalités de composition. J'aime bien le mot comprovisation, ça c'est marrant parce que je ne savais pas qu'il donnait cours de comprovisation. C'est un terme que j'ai employé aussi avec le compositeur Jean-Paul Dessy, directeur d'ensemble Musique Nouvelle, quand je travaillais avec lui. Et j'aime bien ce mot parce que justement, il me semble assez adapté à ce qui se passe dans beaucoup de musique actuellement, où finalement, il y a quand même des espaces de liberté ou des espaces aléatoires, et avec certains points de repère, que ce soit des dispositifs plus ou moins technologisés ou même des musiques improvisées tout court, il y a toujours quand même quelques points de repère. Et finalement, quelle serait la différence entre l'improvisation et la composition? Sinon que l'improvisation serait une sorte de composition en temps réel, et que la composition reprendrait... va réarchitecturer une forme d'improvisation selon certains modes plus ou moins cohérents. Mais moi, en fait, pour moi, tous les modes sont ouverts, tous les modes de composition, d'improvisation sont ouverts. Donc, mais je reviendrai plutôt vers le côté résonance, parce que finalement, c'était ça, je pense, le thème. Hein. Moi, c'est le mot que j'ai retenu de la table ronde. Et je déplacerais même à un niveau un peu au-delà de notre petite popote intérieure, de chacun fait comme ceci ou cela, ses installations, ses compositions. Moi, je pense que ça, c'est un peu notre petite recette. C'est intéressant, mais c'est peut-être intéressant plus entre nous au niveau technique et un peu moins peut-être pour un public qui n'est pas praticien à ce niveau-là. Mais j'aimais beaucoup l'idée de la résonance au-delà même du rapport à la musique, parce que je pense que c'est très important dans l'état du monde même actuel. J'ai beaucoup aimé le livre, je m'intéresse quand même pas mal aussi à la philosophie, j'ai donné il y a très longtemps un cours de philosophie, mais le livre du sociologue et philosophe allemand Hartmut Rosa, qui a utilisé le mot résonance après avoir étudié ce qu'était l'accélération. Alors c'est intéressant parce qu'on est dans un monde évidemment d'accélération à tout niveau, innovation, hein, toujours ce mot innovation, dictature d'innovation technologique, de changement social, le rythme de nos vies, de notre hypermodernité au burn-out généralisé.
De l'autre côté, à côté de ça, une espèce de slow culture, slow food, tout slow, comme s'il suffisait de ralentir pour se retrouver, alors que d'autres théories comme les économistes Williams et Stirnek dans leur manifeste pour une politique accélérationniste, aller un petit peu en iconoclaste et dire non, il faut aller plus loin, il faut accélérer le mouvement pour dépasser quelque part une forme à la fois de gauche nostalgique et de capitalisme exacerbé. Et donc là-dedans, quelles sont ces résonances par rapport à tout ça, et nos résonances par rapport au monde, et évidemment ce que l'on crée aussi dans notre art, mais au-delà de ça, dans nos vies. Et j'aime beaucoup la réflexion d'Armand Rosa, parce que justement, pour lui, au-delà et contre cette accélération, aliénation, il emploie le mot résonance, finalement comme un rapport affectif, mais aussi corporel, cognitif au monde, dans lequel le sujet n'est plus qu'un fragment, n'est pas seulement un fragment du monde, mais essaye de répondre au monde en agissant concrètement avec lui. Et je pense que c'est ça qu'on essaye quand même de faire dans nos vies d'hommes, de femmes, mais aussi dans nos vies d'artistes, de manière un peu privilégiée peut-être avec la créativité. C'est ce rapport au sensible, je crois que ça a été cité tout à l'heure, et je me rappelle de ce très beau livre, Le partage du sensible de Jacques Rancière, qui reste d'actualité. Revenons un peu vers ce sensible, revenons vers ce besoin relationnel ouvert dans nos diversités de modes de vie, de création, et revenons justement à quelque chose qui est plus de l'ordre d'une relation sensible et de résonance sous toute forme au monde, parce que pour moi, cette résonance au monde est à l'inverse de l'aliénation, et est à l'inverse du repli qui sont largement vécus aujourd'hui. Je crois que je n'ai pas du tout répondu à la question, mais je voulais dire ça parce que ça me semblait intéressant par rapport au mot résonance. Oui, on a parlé de sampling et de boucle. Tu as bien fait de reboucler sur la thématique résonance. Effectivement, c'était le lieu et la place. Avant de poursuivre, peut-être, est-ce qu'il y a déjà des retours de questions de gens qui veulent avoir des réactions de par leur pratique ou pas, ou de ce qu'ils ont pu voir sur cette question du son et de la place du son. Donc, n'hésitez pas. De toute façon, il y a un micro qui est ouvert. Je ne sais pas non plus s'il y a des retours sur le chat par rapport à ces questions. Pour l'instant, non. Donc, voilà. Bon, n'hésitez pas à vous manifester si vous avez des questions là-dessus. Moi, je vais revenir peut-être sur l'idée du sensible, sur la résonance. Donc, c'est résonance avec un espace. On verra avec Alex. Donc, cette question de l'espace est importante. Résonance aussi avec l'intime du visiteur. Et là aussi, il y a deux approches qui sont assez différentes, en tout cas qu'on a pu noter. On va dire qu'Oscar, il y a l'idée ce que Garance avait dit un petit peu au début, du laisser-faire, c'est-à-dire que une sorte de déambulation du visiteur, et chaque expérience est propre au visiteur qui passe, si j'ai bien suivi un petit peu le déroulé. Alors que pour Alex, il y a plus l'idée que tu fais avec ton instrument, l'idée d'un tout. Donc la place du visiteur n'est pas du tout la même, je pense, dans le rapport entre la performance que tu vas faire vendredi soir ou d'autres, et par exemple les expériences d'Oscar. Est-ce que tu peux revenir sur ce rapport au visiteur et comment ton œuvre fait résonance avec le visiteur? Oui. Je ne sais pas si ça marche. Si. En fait, c'est comment perçoit le spectateur l'œuvre que je propose. En fait, j'en sais rien. Ah, enfin, on y arrive. J'en sais rien. J'en sais rien. En tout cas, c'est vrai que, alors je sais pas, je décroche un peu la route de cette question, mais c'est vrai que je me suis retrouvé aussi à faire ce type de proposition parce que je me suis posé la question à titre personnel, de ma place sur scène, en fait, par rapport à la musique électronique. Aussi dans le sens qu'il y avait une proposition visuelle, donc je donnais à voir, et à ce moment-là, il fallait définir ma place, et je voulais pas être simplement devant l'écran ou juste pour dire je suis là, en fait. Donc je me suis mis en scène, en fait. Et donc je me suis mis en scène directement dans mon matériel audiovisuel pour faire qu'un, en fait.
c'est aussi ça qui m'a conduit à faire ce genre de proposition. Après, effectivement, moi, résonance, c'est un terme que j'utilise pour parler de mon travail, par rapport les éléments les uns par rapport aux autres. Effectivement, j'utilise l'expression de entrer en résonance, cette espèce de moment où les choses se rejoignent dans un moment de stabilité pour faire quelque chose qui fonctionne ensemble. Après, la résonance du public, je n'ai pas de réponse à donner, hein. Je pense que c'est des réponses diverses et personnelles. Est-ce que c'est propre à ton travail ou est-ce que c'est propre peut-être au domaine de l'électro, de la musique électro? Parce que je sais que c'était posé sur comment mettre en scène certains spectacles, concerts de musique électro, et justement la place du corps du musicien était problématique du sens dans le fait où on le voit bidouiller, on te voit la tête plein de petits boutons, etc., etc. Et donc du coup, pour le spectateur, il y a un côté un peu désincarné, où on n'a pas la même relation peut-être à quelqu'un qui est avec un instrument dont on voit le mouvement qui se crée. Et je pense que c'est peut-être plus difficile dans ce domaine-là. Est-ce que tu sais, avec les dialogues que tu as eu avec d'autres peut-être artistes? C'est une question que je me suis posée, c'est une question qui se pose largement, vu qu'on donne à... Alors, on n'est pas dans les propositions musicales strictes de type... j'ai oublié le terme, acousmonium ou effectivement... Acousmatique. Acousmatique, pardon, voilà. Merci. Voilà, on est effectivement dans une proposition sonore, musicale, stricte. Et, donc là, ne se pose pas la question de ce que va regarder le spectateur. Il n'a rien à regarder. Là, il y a quelque chose de visuel. En même temps, ce n'est pas un film que je passe, c'est un spectacle... Enfin, en tout cas, la question, je pense qu'elle se pose. Il faut se poser la question et proposer quelque chose il faut se mettre en scène, en fait. Enfin, il faut. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je me suis dit pour moi. Après, chacun fait ce qu'il veut. J'ai oublié la question. Non, oui, Philippe, tu veux réagir ? Oui, je pense Vas-y. que la question du corps dans la musique électronique, c'est intéressant parce qu'en fait, c'est sûr que il y a eu un peu un oubli du corps à un moment donné, et peut-être que là, c'est en train de changer avec des nouvelles formes de lutherie électronique et une forme de gestualité du musicien qui est remis en avant via justement ces lutheries ou ces interfaces ou ces interactions, notamment avec l'image, mais aussi avec d'autres instruments inventés qui remettent un petit peu l'aspect virtuose et gestualité en avant, et tant mieux, parce que évidemment, tout le monde se cachait derrière son ordinateur, et c'était un ennui fini. Moi, je me rappelle très bien d'un concert il y a très longtemps, il y a au moins 25 ans, à Bruxelles, au Botanique, qu'on organisait avec deux musiciens électroniques très connus. L'un, c'était Scanner, et l'autre, Oval, son nom, c'est Marcus Pop. Et Scanner jouait, et il a dit à Oval, après le concert, est-ce que tu as vu ce que j'ai essayé de te communiquer? Il dit, ben non, qu'est-ce que c'est? Ben, je t'ai envoyé un mail. Donc voilà, c'était ça. Pendant qu'il jouait, il envoyait des mails. Et il s'en moquait en plus de manière très cynique. Donc il y a eu là quelque chose qui a décroché complètement le corps sous une espèce de sublimation de la machine et de l'ordinateur. Bon, maintenant, je crois qu'on est un peu on a passé ce stade. Et heureusement, il y a des dispositifs où le corps revient, où on a plein de choses à inventer par rapport à la corporalité du musicien dans des dispositifs où aussi le spectateur peut éventuellement interagir. Donc il y a plein de choses à inventer à ce niveau-là. Et tant mieux, il est bien temps, parce qu'on a perdu, je pense, beaucoup de temps à se cacher derrière son dispositif et surtout son petit écran. Rien de plus ennuyeux. Parce que finalement, un concert électroacoustique où on pousse sur le bouton et on voit une table de mixage avec quelqu'un qui essaye de spatialiser en temps réel et les autres qui dorment pendant ce temps-là, c'est pas plus mal. Mais là, au moins, il y a pas on n'essaye pas de dire qu'il y a un concert, qu'il y a un spectacle. Rien de pire que de prétendre à un spectacle qui est totalement désincarné. Et donc là, je crois qu'il y a plein de choses à faire. Je sais qu'il y a des chercheurs qui travaillent beaucoup là-dessus. Il y a plein de nouveaux instruments, il y a plein de nouvelles interfaces, il y a des gestualités corporelles et numériques qui se mettent vraiment en scène, et tant mieux. Et donc là, je crois qu'on est en train de passer une nouvelle ère. Il était temps.
Est-ce que tu as des exemples un peu précis récemment de tendances? Écoute, ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Quand je pense par exemple à un compositeur, musicien, un chercheur comme Atao Tanaka, le fameux compositeur japonais qui travaille sur des interfaces du corps et qui a travaillé notamment avec Cécile Babiol, artiste française visuelle, dans un même groupe dès le début des années 2000, à travailler avec des espèces de thérémines ou de capteurs sur le corps et à faire ensemble un concert audiovisuel où tout partait du corps réellement. Ça, je trouvais que c'était déjà intéressant. Et donc là, on parle d'un truc qui date d'une vingtaine d'années. Donc depuis lors, je pourrais citer beaucoup d'exemples. Ici à Mons, il y a l'Institut de recherche Numédiaire qui travaille sur des lutheries numériques et qui sont très intéressantes. Mais il y a bien sûr à l'IRCAM ou ailleurs, mais il faut que ça sorte des labos, il faut que les musiciens puissent s'en emparer, il faut que les musiciens puissent aussi faire leur propre truc, et ça c'est très possible aujourd'hui sans que ça soit trop compliqué, et trouver une gestualité avec une grammaire musicale. Et je pense que la gestualité amène aussi d'autres formes de composition, d'autres formes de rapport à la scène, et ça c'est intéressant, qui sont beaucoup moins figées. Du coup, Alex, par rapport à cette question-là du corps, est-ce que c'est une question que tu t'es posée dès le départ? C'est ce qui t'a amené à aussi travailler l'image, à travailler le 360 degrés. Est-ce qu'il y a des capteurs aussi? Enfin, non, quelles pour sont ma les part, choses que tu utilises? Pour ma part, je me mets en scène dans mon dispositif. Mais effectivement, je ne suis pas très intéressé, du moins actuellement, par la gestualité. C'est-à-dire, je me considère pas... C'est-à-dire... je me vois pas danser, je me vois pas non plus danser sur scène pour pouvoir produire du son. C'est-à-dire que ça, c'est une direction que je prends pas parce que peut-être je suis un peu feignant. Enfin, pas dans le sens. Oui, il n'y a pas besoin de faire des gestes non plus grandiloquents pour produire du son. Il y a plein d'instruments, c'est des choses, des gestes très fins mais donc, je ne veux pas non plus tomber dans, pour moi, qu'il y ait un excès inverse. Il y a effectivement un excès qui est d'appuyer sur espace sur son ordinateur et de laisser dérouler la musique qui a été composée en amont et finalement de proposer un travail de studio. Et il y a l'autre excès qui est peut-être de mettre des capteurs partout, de danser, où là, à la rigueur, je pense que dans le domaine de la danse, il y a effectivement, je pense que ça va peut-être plus les intéresser de produire du son à partir de leur corps, parce que je pense qu'ils sont peut-être plus spécialistes de la maîtrise de leur corps qu'un musicien. Moi, je ne vais pas me dire, ok, je vais passer 2-3 années à être un virtuose de mon corps, parce que ça va demander beaucoup de travail. Je commence un peu à rouiller en plus. Donc voilà, je pense qu'il y a 2 excès, mais effectivement, il y a sûrement un juste milieu où le public, il faut quand même que... C'est sûr que d'être derrière un ordinateur, c'est très ennuyeux. Je l'ai vécu moi-même et c'est pour ça que je me suis posé ces questions. Mais voilà, il y a aussi un excès gestuel peut-être qui sort peut-être du domaine de la musique. Oscar, si tu veux rebondir. Moi, je trouve que justement, c'est ce que j'apprécie particulièrement dans ton travail, c'est que tu rajoutes pas du bruit au bruit. Je suis très méfiant de toutes ces... je les ai expérimentés notamment à Montréal avec 2 personnes. Je pense à Patrick Saint-Denis qui avait fait des super projets là-dessus sur des instruments augmentés. Moi-même, j'avais augmenté mon instrument à une époque. Mais maintenant, si vous voulez, je suis presque un peu réticent là-dessus. Vous voyez, on a tous une montre, pas moi, une montre connectée, on a une poubelle connectée, on a un frigo connecté, on a tout qui est connecté. Ça relève plein d'informations, mais pourquoi faire et connecter un danseur, lui mettre plein de capteurs, mais si au final on est toujours sur la même proposition, qui n'est pas une proposition, mais plutôt quelque chose très... c'est plus que de la proposition, c'est-à-dire qu'on envahit en fait de propositions, donc on retourne à un modèle du spectacle auquel on a essayé de se retirer en fait pour laisser plus de respiration aux spectateurs, aux visiteurs, pour que le public puisse lui aussi prendre part à une problématique, en fait l'intégrer, bref, pour faire des œuvres plus démocratiques. Et je me méfie beaucoup d'une tendance des arts numériques qui serait à aller justement sur du spectaculaire, parce qu'on s'est habitué à ça. Depuis tout petit, on est sur des jeux vidéo, on est devant la télé, on rajoute du bruit au bruit, et puis c'est très dur pour l'être humain d'enlever là-dedans.
Et ça, je pense qu'on doit être responsable en tant qu'acteur, entre guillemets, du numérique. Moi, je ne m'arrête pas à ça personnellement, mais je pense que justement, quand on connaît la programmation, quand on connaît ce qu'il y a derrière un ordinateur et toutes ces technologies, ce que ça coûte au niveau écologique aussi, eh bien justement, c'est là que le travail peut commencer. Par exemple, moi, je me mets un point d'honneur en fait de faire des installations qui fonctionnent sur mon vieux PowerBook G4, de faire des installations qui fonctionnent à l'économie. On ne peut pas tout réaliser comme ça, mais pour dire qu'en fait la question de l'interaction, effectivement, elle date il y a déjà des années 90, même avant. Je pense aux flûtes MIDI au niveau musical. Et en fait, qu'est-ce qu'on a fait au niveau artistique de plus? Pas forcément des choses si profondes, quoi. Donc c'est là où je trouve qu'il y a un travail à faire sur OK, on capte des choses, on crée des dispositifs, mais pourquoi on les fait? Et à mon sens, c'est justement pour travailler dans la résonance, pour recueillir du sensible, mais du sensible qui n'est pas dirigé. Ensuite, pour faire ça, je crois qu'il faut donner les clés aussi au public, lui dire, voilà, là, il y a tel élément de captation, il y a telle chose, vous avez le droit de faire ça, bien sûr, mais suivant ce que vous allez faire, l'œuvre, au final, ne sera pas la même. Et là, tout d'un coup, on implique le public. Mais je pense que c'est une démarche qui est très différente, je ne sais pas, c'est à savoir, avec Alex, dans le sens où, à mon avis, Alex travaille la résonance. Pour qu'il y ait la résonance, il faut qu'il y ait déjà un choc. Et ensuite, il faut travailler le son, il faut travailler une matière. Et je pense que ça vient par le temps, par un temps qui est long. C'est un temps de performance qui est presque, je ne veux pas dire chamanique, mais il y a quelque chose comme ça qui fait qu'on rentre dans un état particulier et là, il se passe quelque chose. Tandis que dans le contexte de l'installation, ou même d'un simple concert, ou même d'un visionnage comme ça de films, on vient tous avec notre expérience avant. Donc, nous, ce qu'on va apporter, ça va rentrer en tension avec ce que les gens ont trimballé avec eux. Et là-dedans, ça demande beaucoup d'espace libre, justement, pour créer ces résonances et dans lesquelles il peut se passer quelque chose. Mais je crois que pour qu'il y ait résonance, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un dispositif qui permette la résonance, qui permette de recueillir ça et de ne pas trop figer en amont ce qu'on souhaite obtenir. Et ça, c'est très, très dur pour les créatifs. Surtout dans une société comme la nôtre où on décide de ce qu'on attend, en fait. Ça peut-être résonner avec Alex sur l'idée de ne pas figer les choses, ce qui n'est pas évident parce que tu travailles en amont, mais quelle est la part justement du laisser faire, alors pas forcément pour le visiteur, mais pour toi en tant que créateur, le ressenti que tu as au centre de ce travail et du temps le temps qui s'accomplit pendant la performance. Il y a cette part comme ça de ne pas tout figer, voilà, comment tu composes avec ça. Dans le cas de Post, c'est une coprovisation. En fait, c'est le mot du jour. Hein. Voilà, J'étais contente de l'avoir trouvé celui-là. Voilà, c'est-à-dire que en fait, j'ai créé un système, j'utilise des samples que je fais en amont, mais ces samples, je les réutilise de manière très particulière. Je les déstructure totalement, donc moi-même, je redécouvre les choses en direct. Je réagis en fonction de ce que j'écoute. Donc voilà, et donc je répète. Et à force de répéter, je me rends compte qu'il y a des choses qui marchent mieux que d'autres. Les choses, je fais comme n'importe quel musicien, les choses qui marchent mieux que d'autres, je me les mets de côté en me disant je pourrais peut-être le refaire. Et puis en le refaisant, de toute façon, je ne le referai pas exactement pareil. Et puis, donc voilà. Et donc c'est ce que je fais. Donc du coup, j'ai des repères. Je sais qu'il y a des choses qui marchent bien. Je sais que c'est plutôt bien de passer de cette étape à cette étape. Mais entre les deux, j'ai la liberté de faire des choses nouvelles. Et donc, du coup, je peux aussi, entre guillemets, prendre des risques. C'est-à-dire que je peux considérer que je joue que ce qui me paraît le plus sécure. Mais je peux aussi partir dans une autre direction où, effectivement, moi-même, je ne sais pas où ça va m'amener. Est-ce que je vais bien retomber sur mes pattes? Est-ce que je ne vais pas créer de l'ennui, etc. Bon, ça, c'est vraiment la musicalité.
Mais en tout cas, ce projet, je l'ai conçu comme un système. C'est un système qui permet l'improvisation. Alors du coup, effectivement, par rapport au mot d'aujourd'hui, résonance, c'est-à-dire que moi, quand je vais jouer, effectivement, il y a des moments où je vais trouver que ça fonctionne bien. Alors peut-être, je peux utiliser le terme, que je rentre en résonance avec, on peut dire, le pattern, la composition, et que du coup, effectivement, je vais peut-être m'attarder plus longtemps sur celle-ci, parce que ça fonctionne bien, avant de risquer le changement suivant, qui sera peut-être plus bancal ou pas. Bon, je crois que le temps s'écoule et qu'il va falloir rendre l'antenne. Je ne sais pas comment on va dire ça. Philippe, si tu as un petit mot de conclusion. Bon, j'ai bien aimé, on a voyagé entre le mail qu'on envoie jusqu'à le fait qu'on ne faut peut-être pas surjouer non plus. Donc, on voit qu'il y a les deux. Voilà, on navigue entre les deux tendances. Mais si tu veux rajouter un petit mot pour conclure. Dans l'étymologie même du mot résonance, c'est la propriété d'un corps à rentrer en vibration. Donc là, je crois qu'il ne faut pas oublier en effet cette dimension corporelle, qu'elle soit d'ailleurs chorégraphée, mise en spectacle, ou plus intime, ou retenue, peu importe, ou justement en écho avec d'autres formes de dispositifs. Là-dessus, il n'y a pas quelque chose de bien ou pas bien. Il y a plein de choses possibles à explorer, et chacun doit trouver sa propre résonance, d'abord à sa créativité et à son mode d'expression, et puis après aussi au type de relation qu'il veut établir dans un certain contexte avec des auditeurs qui sont plus ou moins actifs. Moi, je suis aussi contre une forme de dictature de l'interactivité qui est omniprésente aujourd'hui. Ce que j'appelle le gros bouton. S'il n'y a pas un gros bouton rouge dans une installation pour pousser, alors ce n'est pas intéressant. Non, pas du tout. Il ne faut pas nécessairement... La meilleure des interactivités, c'est l'émotion qu'on réussit le sensible, justement, ce partage du sensible, qu'on réussit à donner à l'auditeur, même une personne, et qui vous le renvoie d'une autre manière. Donc là, de ce côté-là, voilà peut-être la meilleure des résonances. Une résonance, au contraire, qui va vers l'intime, qui va vers un rapport qualitatif et non pas quantitatif, pas nécessairement technologisé d'ailleurs, mais un rapport encore affectif, corporel et sensible. Quand je parle du corps, c'est le corps pas nécessairement dans sa démonstrativité, mais on parle de corps sonore, et j'ai envie de le prendre presque au sens strict, pas au sens de Pierre Schaeffer. Ce que nous créons, c'est à partir d'un corps sonore vers d'autres corps écoutants. Et ça, je pense qu'il ne faut pas l'oublier, il faut le travailler, et il y a plein de chemins de traverse technologisés plus ou moins qui sont intéressants pour y arriver. Et ça doit être aussi en accord avec notre rapport au monde actuel, qui pour moi devrait être un monde non pas aliéné, mais résonnant. Bon, merci beaucoup Philippe. On va terminer donc cette intervention. Je vais passer la parole à Gabriel qui va peut-être annoncer la suite des événements. Nous, en tout cas, on se retrouve demain matin à 9h, même lieu. Tous. Merci beaucoup Philippe. Et bonjour, say hi to John Sanborn. Oui. the friend, forever. Bon, le bouton rouge, on dirait les trucs, tu sais, les films de science-fiction, les vieux films de science-fiction, c'est un peu ça, quoi. Oui, moi le syndrome du bouton rouge. Technologie. Il y a beaucoup d'inventivité là-dedans. Bon, on passe la parole à Gabriel et merci encore donc à tous les trois. Je voulais vous remercier déjà pour la qualité de ce débat et simplement dire que pour illustrer ces échanges, il y a deux beaux exemples. Un demain, puisqu'on va découvrir le travail d'Alex, et samedi soir, c'est NSDOS justement qui est un chorégraphe danseur en fait, qui travaille avec des objets connectés qui produisent du son et de l'image. Donc à découvrir et peut-être réagir par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure. Et puis dernier rappel, à 18h ce soir, c'est l'ouverture des expositions virtuelles. Donc connectez-vous sur le site. À partir de 18h, vous avez une vingtaine de minutes pour parcourir l'ensemble des installations qui sont présentées cette année dans Vidéoform 2021. Et merci. Voilà, merci beaucoup. Bonne soirée et bonne visite virtuelle.